Avec un œuf de caille carte, un brochet carte, une pline carte. Merci. Je vous souhaite une excellente dégustation. Merci. Ça, c'est un très grand plat. Ça. C'est vraiment onctueux, avec le fumé de la ferra, avec le iodé du caviar. Exceptionnel. Côme de Cherizet est le patron d'un des guides gastronomiques les plus influents du monde. Aujourd'hui, il est à Talloires, près d'Annecy. Objectif, dîner incognito dans un restaurant repéré par ses enquêteurs. Si tout se passe bien, à l'issue du repas, Côme annoncera au chef cuisinier qu'il le nomme cuisinier de l'année. On a le goût du brochet, de mousseline de brochet, avec ce jus de verveine, avec une jolie acidité, avec à côté cette huile qui apporte le côté très doux, très onctueux. Et la réussite d'un plat, c'est l'équilibre entre le gras, l'acidité. Et cet équilibre-là, il est bien géré, en fait. En cuisine, le chef Jean Sulpice ne se doute de rien. Pourtant, l'avenir de son restaurant se joue à cet instant. Côme a la chance d'exercer dans un pays dont la gastronomie a été classée comme patrimoine mondial de l'humanité. Des experts, la France en a dans tous les domaines. C'est pas la même main, ça. Stéphane Pintat est l'un des plus grands spécialistes de la peinture du XVIIe siècle. Ce qu'on va chercher, ce sont les grands chefs-d'œuvre, les tableaux qui ont compté pour l'histoire de la peinture. C'est ce qui nous motive pour nous lever le matin. Voilà, on se dit le matin, qu'est-ce qu'on va trouver? Ces chefs-d'œuvre, Stéphane peut faire le tour du monde pour les dénicher. Avec la signature qui est très jolie. Mais c'est parfois de façon totalement imprévue qu'il tombe sur des toiles de grands maîtres. 1 500 000, 1 600 000, 1 700 000. Fabrice, lui, est technicien en identification criminelle. Il travaille pour la police scientifique de la gendarmerie. Notre boulot, c'est de trouver des traces et indices. Un corps, on a tout le respect du corps, mais pour nous, c'est en fait le but du jeu, c'est de trouver des éléments de preuve. Donc c'est un objet. Et le travail ne manque pas. Fabrice enchaîne les affaires, avec parfois quelques surprises. On va essayer de la prendre en photo. Enfin, Geneviève Baume est experte en bijoux anciens. C'est un bijou qui se situe à peu près vers 1900. Les scarabées sont vrais. C'est à elle que revient la lourde tâche d'annoncer aux particuliers si la bague et le collier qu'ils ont reçus en héritage sont de vulgaires colifichets ou des bijoux précieux. Notre métier est un travail d'enquête. On fait, on enquête. On a les Sherlock Holmes du bijou ancien. Cette fois, elle va être confrontée à un diamant exceptionnel. C'est superbe, ça. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi le quotidien de ces experts, ces hommes et ces femmes de l'ombre que le grand public ne connaît pas, car ils sont rarement au devant de la scène. L'auberge du Père Bise, au bord du lac d'Annecy. Un des beaux restaurants de la région que plusieurs enquêteurs du Goemio ont testé clandestinement tout au long de l'année. Côme est venu pour la validation finale, Bonjour Côme, ça va? pour annoncer en personne la bonne nouvelle au chef Jean Sulpice. Donc Jean, écoute, je suis là pour une grande et belle raison. C'est qu'on t'a choisi cette année pour être le cuisinier de l'année 2018 Non, c'est pas possible. de Goemio. J'en trempe d'émotion, tellement c'est extraordinaire ce qui m'arrive. C'est d'être inscrit dedans, parmi tous les plus grands chefs, des Chapelle, des Vera, des Yannick Aleno, des Robuchon. Mais c'est pas possible, quoi. Moi qui ai commencé ce métier à l'âge de 15 ans, tu te dis, mais c'est waouh, quoi. Je vis un rêve, je suis en train de vivre un rêve. C'est pas possible. C'est vraiment pour nous une grande émotion, je te le dis vraiment avec chaleur. Et tu mérites vraiment ce trophée de cuisinier de l'année. En France, comme partout dans le monde, quelques grands guides font la pluie et le beau temps sur la gastronomie. Leurs décisions peuvent faire ou défaire une réputation. Côme dirige le Goemio depuis 2011. Son guide, c'est 40 000 exemplaires et 6 millions de visiteurs sur le site web par an. Mais ce que préfère cet expert en gastronomie, c'est dénicher des pépites et leur mettre le pied à l'étrier. On est le numéro 2 du marché, mais qui pouvons prendre des risques en allant chercher les petites pépites.
Et moi, mon ambition, c'est de proposer à nos lecteurs les bonnes petites adresses du coin de la rue, pas trop chères, d'un excellent rapport qualité-prix. Bonjour Com. Com dirige une équipe de 400 enquêteurs, des hommes et des femmes qui exercent tous parallèlement un autre métier. Profs de maths, banquiers, ingénieurs, chauffeurs de bus, et qui ont une passion commune, la bonne bouffe. Ils proposent leur candidature, suivent une formation, et la première année, ils sont tenus d'enquêter dans 20 restaurants. On réserve toujours sous un faux nom. On a l'avantage de ne pas être des salariés qui vont au restaurant tout seuls et qui ont une sorte de process très cadré. On peut venir en famille, on peut venir avec sa fiancée. Toutes les professions sont représentées. Donc, ce que je veux dire, l'enquêteur Goemio, c'est vraiment monsieur ou madame tout le monde. C'est quelqu'un qui va au restaurant pour son plaisir. Monsieur et madame tout le monde, certes, mais avec un palais hors du commun. Il est capable de nommer chacun des condiments d'une sauce. Il est capable de reconnaître le type de cuisson. Une cuisson sous vide, une cuisson vapeur. Voilà. Il a vraiment un palais avec une grande expérience et une colossale mémoire. Et bien ça, c'est vraiment la force d'un très grand dégustateur français. Aujourd'hui, Com et son enquêteur ont une journée difficile. Ils doivent faire le point sur les établissements qui posent problème. Oui, Marc, j'ai eu des échos sur un établissement qui est en train de se casser la figure et qui, en fait, est un établissement qui reçoit pas mal de monde, que ce soit des touristes ou des déjeuners d'affaires. Et j'aurais aimé qu'on l'enquête très rapidement, parce qu'on ne peut pas laisser avec... il a 2 tocs, c'est ça? Ben oui, il a une belle note aujourd'hui. Le chef est parti et on ne peut pas tromper le public en leur donnant une mauvaise indication. Donc je propose qu'on y aille très rapidement pour que tu puisses donner ton avis. Direction le restaurant problématique. En France, seuls 1200 établissements ont 2 tocs. Ils doivent donc frôler la perfection. À la parisienne, on réserve à 13h, on arrive à 14h. Normal. Bonjour. Rien ne distingue les 2 hommes des autres clients. Pour les besoins de l'enquête, Marc accepte de nous dévoiler son visage. Nous suivons les experts en caméra cachée. Bon, on n'est plus tout à fait dans le même standing, ni dans la même ambition qu'avant, visiblement. En entrant, j'ai dit 3 fois bonjour, il n'y a qu'un seul qui m'a répondu. Une farandole, pour commencer, comme ça, ça permet de goûter. Après, ceviche de dorade. Et après, le poulpe à l'olive et le lomito. Poulpe à l'olive et lomito. Voilà. Et puis on grignotera tout ça, et puis ce sera très bien. Elle est sympathique, mais son tablier dégueulasse. L'assise est vraiment pas agréable. On est bas. Voilà, on a le nez dans l'assiette. On est bas, il y a une barre métallique qui gêne pour les jambes. Et on a l'arrière du pied qui cogne dans le fauteuil. Et les sièges sont pas très confortables. Pas confortable du tout. Pour le confort, c'est raté. Reste le repas. Ça, c'est le ceviche de dorade. C'est ça, le ceviche 5 4. Pas le vino. Voilà. Mais le poisson est pas mal, hein. La dorade, là, elle est fraîche. J'ai goûté... ça, c'est le lomito de cochon. Le cochon n'est pas d'une qualité exceptionnelle, même assez décevant. La viande est un peu ferme. Et c'est, dans l'ensemble, assez sec. Et les lentilles sont, en revanche, un peu trop cuites. Donc farineuses. Ça, c'est les tacos. Trop salé. Comment ça? Trop sec? Trop salé. Trop salé. Donc en fait, on a 9 propositions. Sur les 9, il y en a 2 qui tiennent vraiment la route. Qui tiennent la route, voilà. Et il y en a 7 qui sont moyennes ou à pour 10 les ou en beignets dessous. catastrophiques. Comme mon beignet était catastrophique. Hein. Donc on voit bien qu'on n'est absolument pas dans un établissement qui peut garder 2 tocs. Ce restaurant, qui était bien coté, risque le pire après la visite des experts. Ça marche, bonne année à vous, passez une bonne journée. Après le déjeuner, Com et Marc décident du sort à réserver à ce restaurant. Un moment forcément délicat quand on sait que son avenir est en jeu. À Stockholm aussi, Stéphane Pinta va devoir prendre une décision très délicate. Il est un expert en peinture du XVIIe siècle, parmi les plus réputés. Bonjour monsieur. Bonjour. Allez-y, Marc. Merci de nous recevoir. Vous voulez un verre de vin ou de... Ah non, parce qu'après je vais dire des bêtises. Non, vous savez, c'est comme les médecins, il faut qu'ils gardent la main.
Aujourd'hui, Stéphane Pinta a été appelé en Suède pour expertiser un tableau du XVIIe siècle. Les propriétaires pensent qu'il pourrait être l'œuvre d'un grand peintre néerlandais, Melchior de Honcutter. Alors voilà l'enfant. Sa valeur serait alors chiffrée en dizaines de milliers d'euros. Mais plusieurs personnes ont remis son authenticité en doute. Stéphane doit trancher. Bon, vous l'aviez acheté comme un tableau de Honcutter ou attribué à Honcutter? Attribué peut-être, oui, je pense. Oui. Ouais. L'état est assez bon. On voit bien qu'il y a un souci du détail dans le rendu des plumes. Il y a quelque chose de très, très descriptif. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a deux qualités différentes. Okay. Il y a une qualité très poussée pour les poules et une qualité beaucoup plus faible pour l'architecture, la sculpture qui est ici sur son piédestal. Même Honcutter, dans ses paysages architecturés, avec des architectures au fond, ces architectures n'ont pas ces petits défauts qu'on peut voir ici, ou là, ou ici. Je ne crois pas que ce soit dans Honcutter. La déception est immense. Et ce qui est important surtout, c'est de ne pas vivre avec un rêve ou de transmettre à des enfants un tableau. C'est le tableau de Honcutter. Et après, les enfants appellent un expert et disent bah, non, c'est pas Honcutter. Les enfants vivent avec ce tableau et vous allez leur transmettre quelque chose. Donc si vous leur transmettez quelque chose qui n'est pas vrai, c'est pas juste. Évidemment, ça aurait été bien si c'était un original d'un grand peintre. Mais en fait, ce qui est important, c'est qu'on l'aime. La vraie valeur pour nous, elle est affective. Oui, c'est la valeur sentimentale. L'identité du peintre n'est pas très importante. Depuis des semaines, la famille attendait le verdict de Stéphane. Que le tableau soit une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, il faut savoir aussi l'annoncer. Donc il faut savoir aussi dire aux gens, écoutez, bah oui, formidable, en fait c'est beaucoup mieux qu'on ne pensait, ou alors c'est un peu moins bien. C'est une copie. Voilà. Donc on s'attend toujours, c'est un petit peu une épreuve aussi, il faut toujours savoir faire ce pas-là vers les gens, et je crois que c'est ce qu'ils attendent. Heureusement, l'expert a aussi parfois de bonnes, voire de très bonnes surprises, comme celle qu'il attend pour son retour à Paris. Dans les murs du cabinet turquin où il travaille, on expertise plus de 10 000 tableaux tous les ans. C'est déjà vraiment très joli, la signature. Des œuvres qui arrivent de toute la France, envoyées par des particuliers, des musées ou des commissaires-priseurs. Les experts se réunissent une fois par semaine pour confronter leurs avis et attribuer un prix à chaque œuvre. École flamande du 19e, suiveur de Venditti, 300 balles. C'est autour d'une toile qui pourrait être l'œuvre d'un grand peintre flamand de passer sous l'œil aguerri des experts. Est-ce un original ou un faux? Il est signé ici. S'il est signé, ça va. Stéphane est le premier à remarquer un défaut. Ouais. Il y a un petit problème d'état ici quand même. Dans le ciel, là. Ouais. Là, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Bah, si, Stéphane, il a, par rapport à nous, il apporte quelque chose de tout à fait formidable. C'est que Stéphane, il a une formation de restaurateur. C'est quelqu'un qui a touché à la peinture. Moi, je ne peux pas toucher à la peinture. Si je prends un crayon, personne ne sait lire ce que je dis. Et si je mets un clou dans un mur, il y a du sang partout. Je ne sais rien faire de mes doigts. Et Stéphane, lui, nous apporte vraiment quelque chose, il a eu une pratique de la restauration, une approche beaucoup plus terre-à-terre, si vous voulez, beaucoup plus présente, beaucoup plus factuelle de la peinture. S'il est signé, ça va. Les experts sont toujours à la recherche de la technique et de la patte particulière du peintre, de ces petits détails qu'aucun autre n'aurait pu reproduire. Ce serait qui? Ce n'est pas lui, c'est pas Atelier. Non, mais ça, regarde, c'est trop lisse, ça. C'est pas la même main, ça. Ça, c'est comme s'il y avait une deuxième main. Bah oui, c'était un tableau. C'est pas un petit peu repeint? Non, pas du Un tout. petit peu repeint? Regarde, c'est pas le même qui peint ça et le même Non, qui peut-être peint pas. ça. Ça, c'est vraiment lui, ça. L'important dans notre métier, c'est d'échanger. C'est des métiers qui sont très difficiles. Il faut toujours être à l'affût d'une erreur, toujours être à la recherche, justement, d'une idée qu'on n'aurait pas eue. Les experts n'arrivent pas à conclure. Curieusement, la toile n'est pas signée. Il faut le décadrer. Allez, hop. Si le tableau n'est pas signé, alors que justement il appelle inévitablement la main du maître, ça nous dit quelque chose. Et comme après on voit qu'il y a peut-être justement une autre main dans le tableau, eh bien il ne l'a pas signé parce que il n'est pas entièrement de sa main. Voilà. Le tableau est alors décadré. Mais même sur les bords, la signature reste introuvable. Non, c'est quand il signe ça, il signe FF Franck, et puis c'est un grand tableau, c'est ambitieux, donc on a estimé entre 20 et 30 000 euros. Mais le tableau entièrement de la main de Franken vaut plutôt entre 80 et 100 000 euros.
Tous les jours, Stéphane Pinta et ses collègues reçoivent la visite de particuliers qui, souvent pleins d'espoir, viennent faire estimer leur patrimoine. Qu'est-ce que vous m'apportez de beau? Voilà, je vous apporte un tableau qui a appartenu à ma famille depuis 200 ans à peu près, et qui serait attribué à Véronèse. C'est un très beau tableau, très bien peint, sur cuivre. Il est d'après un tableau de grand format de Véronèse qui ne peint pas en petit format et surtout pas sur cuivre. Oui. Donc c'est une très jolie copie avec une très très jolie main. Est-ce que ça a été fait par l'atelier, par son atelier? Non, on n'a pas connaissance d'artistes qui travaillent sur cuivre en petit format dans l'atelier de Véronèse. Ah ouais. Je savais que c'était pas ça, que ça aurait été une esquisse pour son grand tableau. Donc déjà, vous aviez quand même dans l'idée que c'était pas forcément une œuvre de Véronèse. Non. Non. Oui, non, mais vous aviez eu l'espoir que ça puisse être une esquisse. Oui, mais une espoir un peu folle. Oui, voilà. Une espoir un peu folle. Malheureusement. Je vais vous donner un prix pour l'instant, qui est un prix de première approche, si vous voulez, un petit peu pour... si on dit que le tableau est anonyme et que c'est une copie flamande ou italienne, le tableau va valoir, à mon avis, entre 4 et 6 000 euros, 8 000 euros, peut-être un peu mieux. Pas plus. Oh, ouais, celui-là, mais ça reste garde. une copie. Ah oui, bien sûr. Voilà, mais ça reste une copie. On n'est pas toujours apporteur de bonnes nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est pas un original. La bonne nouvelle, c'est que c'est un tableau de très jolie qualité et que... L'original, ça aurait été incroyable de sortir du chapeau un Véronèse. Oui, mais vous ne seriez pas venu à pied avec ça sous le bras. Voilà. C'est vraiment... La qualité de la copie fait toutefois douter Stéphane. Il souhaite faire de plus amples investigations sur ce tableau et il ne va pas être déçu. On peut être expert pour le meilleur et pour le pire. Nous sommes avec les gendarmes du Val d'Oise. Fabrice est un TIC, un technicien en identification criminelle. Un expert de la police scientifique de la gendarmerie. Je te laisse noter la marque des pneus et puis tous les plaques d'immatriculation. Voilà. Je vais faire les photos. C'est lui que l'on envoie sur les scènes de crime pour recueillir les indices et les traces qu'ont laissés les coupables. C'est un véhicule qui est impliqué dans une affaire d'escroquerie. Et on m'a demandé en fait de rechercher des traces de doigts qui pourraient appartenir à un individu qui aurait utilisé le véhicule. C'est celle-là? Ouais, c'est celle-là que j'ai photographiée. Ouais. D'accord, elle est jolie. Ouais, y a des jolies crêtes. Elle a un petit peu glissé. Ouais, mais on va voir. Rassembler le plus d'informations possible pour faire avancer l'enquête. On parle de présomption d'innocence. Qu'on trouve des empreintes ou de l'ADN, ça ne veut pas dire que la personne qui était soupçonnée soit l'auteur des faits. Alors là, de 91 cm. À 20 ans, Margot fait ses premiers pas dans cet univers d'experts. Ce qui me fait rêver, c'est chercher la petite trace, la petite chose qui permettra de découvrir ce qui s'est passé réellement. Quand le résultat revient et qu'il est positif, c'est une petite fierté personnelle de se dire qu'on a contribué un tout petit peu à l'affaire et à résoudre et à aider les victimes surtout. Fabrice dépend du groupement de gendarmerie départementale du Val d'Oise. Les TIC travaillent toujours en binôme. Je vais prendre mes affaires. Et puis... À peine rentrés, Fabrice et sa collègue Angélique sont appelés en urgence pour une intervention dans une commune voisine. On a trouvé un cadavre dans la rivière de la Vionne. Dans le camion des experts, tout un laboratoire mobile pour faire les premières analyses de la scène de crime. On part toujours au pire. Là, on va partir comme si c'était un homicide ou un meurtre. Et on va éliminer en fait, petit à petit toutes les portes. Angélique et Fabrice sont habillés de la tête aux pieds, comme pour un bloc opératoire. Objectif, ne pas polluer la Seine. Ah oui, d'accord, il est descendu de là. Ouais. Il y en a qui sont venus marcher ici ou pas? Ouais, bah oui. C'est pour ça? Ouais. Quand je suis arrivé, j'ai mis ça. Bah oui, bien. La victime a été retrouvée noyée dans la Vionne. Elle était handicapée.
Alors attends. Là, il y a une trace. C'est assez bizarre. Mais ça a été largement piétiné. Donc là, je suppose que les traces que moi j'ai vues de l'autre côté de la berge, là, c'est des traces de pas. C'est pas des traces. Les roues sont bien plus fines. On a visualisé des traces parallèles qui ont la même mesure que les traces des roues, qui nous permettent de supposer que ces traces ont été laissées par le fauteuil, dans la direction de la découverte du fauteuil. Là, on ne sait pas si c'est accidentel, ou il s'est poussé volontairement, ou quelqu'un l'a poussé. Super, impec. C'est bon. Il y a combien de centimètres d'eau là? Il était dans 30 cm. 30 cm. Je vais quand même essayer de faire des prélèvements, on verra. Une trace d'ADN pourrait révéler la présence d'une personne qui aurait poussé la victime. On va faire les photos sur le corps sorti de l'eau? On va aller faire le corps, ouais. Les plongeurs de la gendarmerie ont trouvé le corps de la victime à 200 mètres de son fauteuil roulant. Le médecin légiste fait les premières constatations. C'est un métier de passion, donc comme toute passion, ça prend du temps, ça demande de l'exigence et puis beaucoup d'investissement personnel en fait, parce qu'on aime ça. Il n'y a pas d'émotion quand on découvre des corps. On a tout le respect du corps, mais pour nous, c'est en fait le but du jeu, c'est de trouver des éléments de preuve. On reste en quête. De toute façon, on ne peut plus rien faire pour la personne. Tout ce qu'on peut faire, c'est l'aider à trouver la cause de son décès. Crime, accident ou suicide? Seule l'autopsie permettra aux enquêteurs d'y voir plus clair. Oui, en fait, c'est pas... Paris. Ici, au Grand Palais, se réunissent une fois par an les experts en livres d'art et objets d'art. Geneviève est experte en joaillerie ancienne. C'est l'une des spécialistes les plus cotées de ce salon. L'occasion pour qui veut de faire estimer une bague, une broche ou des boucles d'oreilles précieuses. Je vous ai apporté ça. C'est un lalique que mon grand-père a rapporté de l'exposition en 1925. Pour moi, ce sont des objets qui sont sans grande valeur et je crois que ça a du charme, mais ce ne sont pas des bijoux de grand prix. C'est pas parce que ça vous semble être un petit bijou qui n'a pas des pierres énormes, etc. Pour nous, sur le plan sentimental, familial et historique, c'est génial. Il est nature. Et ça, c'est extraordinaire. Pas touché, pas transformé. On voit tellement de beaux bijoux anciens qui ont été massacrés, remontés pour faire des bagues, des boucles d'oreilles. Là, quand on est en présence d'un bijou comme ça, même si c'est pas de l'or, même si ce sont pas des émeraudes, même si... Mais pour nous, c'est fabuleux. Geneviève Baume vit à Poitiers. Elle y a ouvert sa propre bijouterie où elle réalise des expertises depuis 35 ans. C'est une passion. On ne se lasse pas des belles choses. Et je les aime en tant qu'objet. J'aime les bijoux en tant qu'objet. Je les aime pour leur histoire. Ils ont traversé le temps. Ils sont venus jusqu'à nous. Chacun a une histoire, en fait. Tous les matins, Geneviève Baume dispose dans sa vitrine les bijoux qui ont passé la nuit dans le coffre. J'essaie là de régler les éclairages par rapport au regard d'un client sur une gemme. Parce que parfois, ça modifie un petit peu les couleurs, où il y a trop de reflets, et ça ne leur donne pas toujours ce que les pierres devraient donner. Voilà, parce que vous savez, le réflexe des gens, c'est « je me penche et oh, le joli bijou ». Ce matin, elle attend une cliente qui va s'avérer particulièrement intéressante. Marie-Christine a fait 200 km pour faire expertiser des bijoux dont elle a hérité à la mort de sa mère. Alors, je vous ai apporté tous les bijoux dont je vous ai parlé pour que vous puissiez les regarder, les estimer. Ce sont les bijoux de famille qui viennent de ma mère, de ma grand-mère. Il y a de l'émotion, hein. C'est toute ma famille qui est là, quelque part dans ces bijoux. Les bijoux de ma mère. J'ai tout apporté, alors il y a un peu... Très bien. Marie-Christine ignore la valeur de son héritage. Un cadeau de mon grand-père à ma grand-mère.
Et ça, vraiment, dans la famille, tout le monde admirait ce... J'espère que c'est vrai, qu'elle est vraie. Tout le monde admirait ça. Déjà, alors là, si c'est faux... C'est bien limité. Oui. Bon, ce sont des émeraudes avec un diamant. C'est les années 30. 1930. J'ai aussi un petit sautoir. Il est très joli, il est dans son état d'origine, il est de sa longueur d'origine et il possède... Ah, il possède même, ce qui est rare, il possède tous ses fermoirs d'origine. J'apprends beaucoup de choses. Je suis très contente parce que j'aimais beaucoup mes grands-mères. C'est vrai que quelque part, je la comprends, c'est émouvant. On voit qu'une maman a transmis à sa fille, et puis à sa petite-fille, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça devrait être tout le temps. Geneviève ne sait pas à ce stade si sa cliente veut vendre les bijoux de famille ou juste les faire estimer. Parmi toutes ces belles pièces, une se distingue des autres. Le solitaire de la grand-mère. Le solitaire de la grand-mère. Vous savez, pour un diamant, quand on arrive à des poids comme ça, il est important d'en savoir plus. L'œil est une chose, mais l'œil humain a ses limites. Geneviève a tout de suite décelé l'importance et la valeur de la pierre. Elle doit maintenant en évaluer la pureté. C'est superbe, ça. Émilie, viens voir. Oui. Est-ce que tu penses... La fille de Geneviève est joaillère elle aussi. C'est un diamant qui a une belle pureté. Moi, j'ai pas vu de grosses inclusions. En tout cas, ni à l'œil nu, encore moins à la binoculaire. Donc, c'est un diamant, je pense, qui doit avoir une très belle classification. Il mériterait d'être passé peut-être en laboratoire pour avoir un avis complémentaire. Geneviève et sa fille sont face à une pierre exceptionnelle. Précise. Pour connaître sa valeur exacte, l'experte se rendra dans quelques jours au CNRS, dans un laboratoire spécialisé. Bijou intéressant. La vôtre? Chine, bonne journée de travail. Ouais. Le soir, toute la famille Baume se retrouve. Ça fait du bien de se détendre. On a eu chaud, là. C'est vrai qu'on n'arrête jamais. Et il y a beaucoup de gens qui nous contactent parce que les experts en bijoux, les vrais experts en bijoux, doivent toujours répondre à l'appel des gens. Une succession qui se passe mal, on ne sait pas. Mon bijoutier m'a dit que cette pierre valait tant, donc un autre dit « Ah mais non, moi je suis sûr que ce n'est pas ce prix-là, ça vaut plus, ça vaut moins, etc. » Ce que valait un bijou en or il y a 20 ans, aujourd'hui c'est plus du tout la même chose. Les choses se raréfient, c'est-à-dire que plus nous avançons dans le temps, et plus notre rôle en tant qu'expert, c'est de savoir bien préciser le prix de cet objet en fonction de sa rareté. Dans quelques jours, Geneviève pourra fixer le prix du diamant de sa cliente, qui ne s'attendait certainement pas à hériter d'un bijou d'une telle pureté. Le travail d'expert est fait de bonnes et de moins bonnes surprises. Avec toi et un enquêteur. Aujourd'hui, à Paris, Côme de Cherizet, l'expert en gastronomie, doit mettre à jour le site de Goemillo. Parmi les établissements problématiques, le restaurant qu'il a testé avec son enquêteur. Avant de baisser une note de manière aussi forte, on a diligenté 2 enquêtes avec 2 enquêteurs différents. Donc c'est une vraie responsabilité que de dégrader la note d'un restaurant qui a pignon sur rue, qui existe depuis des années, qui est un grand établissement à Paris. Côme appelle son enquêteur pour faire un dernier point. Oui, Marc, bonjour. Tu te souviens du restaurant qu'on avait dégusté ensemble derrière la Bastille? Bon, évidemment qu'on ne peut pas lui laisser 13. Il faut arbitrer si on lui laisse une tonne ou pas, ou bien si on l'enlève carrément, puisque le rapport qualité-prix est du coup pas tout à fait à la hauteur de ce. Je trouve que vraiment ce qu'on a mangé n'était pas au niveau d'une toque. On ne peut pas être sur une toque. Moi, je trouve que de passer de 13 à 10,5, c'est juste. Et on ne peut pas inciter nos lecteurs à aller sur une table dont ils penseraient qu'avec une toque, elle est de niveau gastronomique, alors qu'elle ne l'est pas du tout. OK ? Ça marche. Très bien. On fait comme ça. OK, merci. En un clic, la réputation du restaurant vient de passer de gastronomique à banal. J'ai une émotion pour l'équipe. Je sais le travail que ça représente. Mais là, en l'occurrence, l'équipe a changé. Donc c'est juste. La partie de son métier que préfère Côme, c'est la découverte et la promotion de nouveaux talents.
Tous les ans, une quinzaine de jeunes cuisiniers remportent une dotation de 30 000 € et apparaissent en bonne place sur le guide. Ce soir, Côme se déplace chez une des favorites. Bon, qu'est-ce que tu nous prépares, Lise? Des artichauts Camus. Aujourd'hui, c'est le tour de Lise, 27 ans. L'examen de passage se déroule dans un restaurant prêté pour l'occasion. C'est un moment qui est très important pour moi parce que de là va découler l'obtention de la dotation Goemio qui va m'aider, si je l'obtiens, à ouvrir mon restaurant et à monter le projet que je veux. L'enjeu, là, il est fondamental. Alors, qu'est-ce que tu me proposes? Un maquereau et légumes d'été. Donc, on est sur un artichaut Camus qu'on décline en plusieurs choses. Donc, une crème d'artichaut, les artichauts, crus et cuits. D'accord. Petite tomate séchée, huile d'olive et la sauce faite avec les arêtes du maquereau. Séchée ou confite? Confite. 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 C'est des produits qui coûtent pas très cher, mais qui sont très bien cuisinés. Donc là, je suis sur un plat, je suis pas là pour noter aujourd'hui, mais si je devais évaluer le plat, je dirais que c'est entre 13 et 14. C'est très prometteur. Dans quelques jours, le vainqueur sera connu. Et Côme se déplacera en personne pour l'ouverture de son restaurant. Au-delà de leurs compétences, ce qui distingue les experts des simples connaisseurs, c'est leur flair. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur l'expert. Comment allez-vous? Et vous-même? Très bien, très bien. C'est un plaisir de venir dans ce musée. Pas si mal, hein? Ah, extraordinaire. L'endroit est formidable. C'est pas la peine d'aller au Louvre. Si, il y a quelques tableaux qu'ils n'ont pas. Ah oui. Et du flair, une fois de plus, Stéphane Pinta en a eu. L'expertise du tableau, qui semblait n'être qu'une simple copie, a finalement révélé quelques surprises. On a pas mal cherché. On pense avoir une attribution assez convaincante pour ça. Il y a un artiste d'origine allemande, c'est Hans Rothenhammer. Et Hans Rothenhammer, il est connu pour avoir, à Venise, fait des copies en petit des tableaux de Véronèse. Ah oui. Et il a une qualité assez formidable. Et on pense que c'est... Voilà, ça serait vraiment un tableau de Hans Rothenhammer, qui, bien sûr, même si c'est une copie, ça a une valeur. Et c'est une copie qui est plus qu'une copie, puisque c'est la copie par un grand maître, et qui est quasiment identifiée. Nous pensons que c'est un tableau qu'on estimera entre 10 et 15 000 €. Voilà. Oui. Pour une copie, c'est beaucoup. Hein. À partir de ces éléments, je vais réfléchir. Voilà. Sachant que... Non, mais se séparer de quelque chose qui a toujours été chez vous, qui a appartenu à mes grands-parents, qui existe, qui a toujours été chez moi. Alors, c'est une partie de... Je suis très attaché aux objets. Très, très attaché. C'est incroyable. Les expertises sont gratuites si elles ne conduisent pas à une vente. Et heureusement, de temps en temps, les experts tombent sur une pépite. Il y a quelques jours, Stéphane reçoit sur sa boîte mail la photo d'un tableau qu'une dame retraitée a trouvé dans son grenier. J'ai eu une émotion assez forte devant l'image. Tout de suite, ça m'a fait l'effet d'un tableau qui n'était pas une copie, dont je ne connaissais pas l'image. Stéphane se plonge dans les archives du cabinet Turquin. Ici, plus de 15 000 documents et 500 000 photos. L'expert cherche des photos des œuvres des frères Le Nain pour les comparer à celles qu'il a reçues. Ces artistes du XVIIe siècle ne signaient pas leurs toiles. Je dirais que tout de suite, la première intuition, Le Nain, elle est relativement facile. Mais que l'expertise, c'est pas ça. L'expertise, c'est pas « paf, vous avez un tableau des frères Le Nain ». L'expertise, c'est peut-être de réagir tout de suite en disant « j'ai l'impression que vous avez un grand tableau ». C'est ce qu'on a fait. On téléphone tout de suite au commissaire-priseur. Je crois que vous avez mis la main sur quelque chose de formidable. Stéphane Pinta le confirme, le tableau que le commissaire-priseur s'apprêtait à vendre aux enchères est bel et bien un trésor. Dans ce cas-là, on a de la chance, c'est que le visage est merveilleusement bien conservé. Il a toutes ces nuances de bleu, de rose, d'ombre. Ça, c'est vraiment formidable. C'est un tableau des frères Le Nain, c'est très rare. Ces trois frères qui ont travaillé ensemble toute leur vie, sans mettre leur prénom, qui ne se sont pas mariés, qui sont engagés dans la peinture. C'est les grands artistes du milieu du XVIIe français. C'est un tableau qui apporte énormément. Le tableau si précieux doit maintenant être transporté en salle des ventes.
Mettez bien la face comme ça, vous avez bien dans le piton. Ouais. C'est un petit moment un peu émouvant. C'est un peu notre enfant, donc on est assez ému de le voir partir. Et puis voilà, c'est notre lot de voir les tableaux, de les avoir dans les mains et puis de les passer. On va en prendre une main, on les passe. Pour le régisseur aussi, la mission est délicate. Voyager avec un tableau des frères Le Nain, estimé à plusieurs millions d'euros, peut attirer des convoitises. On évite tout danger. Si je m'arrête dans une station essence, il suffit que j'aille par exemple aux toilettes et que quelqu'un vienne dans la voiture. Si la stagiaire est tout seul, non, on ne peut pas se permettre. Donc non. Je prends toutes les précautions, je ne m'arrête pas. J'ai fait le plein, tout est bon, même pour les péages, on a tout ce qu'il faut, donc je ne m'arrêterai pas. C'est toujours une grosse responsabilité, mais on essaye d'oublier un peu la valeur du tableau. Sinon on serait terrorisé, on toucherait plus au tableau. Pour ne pas attirer l'attention, le chef-d'œuvre est transporté à bord d'une voiture banalisée. Malheureusement, toutes les expertises ne sont pas aussi agréables à réaliser. Celle qui va avoir lieu ce matin dans le laboratoire de la gendarmerie de Pontoise a une importance cruciale. Dans l'affaire du noyé de la Vionne, les empreintes digitales et l'ADN n'ont rien donné. Il faut procéder à l'autopsie du corps pour connaître la cause exacte du décès. On peut exclure l'intervention d'un tiers puisqu'il n'y a pas de lésion de défense ou de lésion laissant penser qu'il a pu être poussé ou autre. Donc tout corrobore vers ce que nous on a pu établir lors de nos constatations, c'est-à-dire un suicide par noyade. Il s'est jeté de lui-même avec son fauteuil dans la rivière. Quelques jours plus tard, nouvelle affaire. Les deux experts se voient confier un jeune homme soupçonné d'avoir attaqué à l'explosif un logement de gendarmes. On va faire vos photos, vos relevés d'empreintes. Mettez-vous dos contre le mur. Mon collègue va vous faire les photos. Je vais vous faire tenir la petite... Très bien. Pour les besoins de l'enquête, il sera fiché, empreintes et ADN compris. Vous avez les mains moites. Vous avez chaud? Non, je viens de dormir. Ah, c'est pour ça. Les empreintes sont vraiment propres à chacun. C'est-à-dire, autant on peut avoir 2 ADN s'il y a des jumeaux, des vrais jumeaux, autant chaque personne a ses empreintes. Fabrice est chargé de recueillir un échantillon de salive du mis en cause pour déterminer son ADN. Monsieur, je vais procéder à un prélèvement de vos cellules buccales. Ouvrez la bouche, monsieur. Je vais frotter sur les joues. Ça va permettre en fait d'avoir le profil génétique de monsieur. Et en fait, c'est enregistré dans la base des fichiers nationaux des empreintes génétiques pour quelques années. Et en espérant que monsieur ne soit pas rappelé, on peut retrouver donc l'ADN, de trouver un ADN et qui peut être comparé aux individus déjà mis en cause. Merci. Les données seront conservées pendant 25 ans. Tout est gardé, répertorié, en attendant d'être numérisé pour que les experts aient toujours à portée de main une base de données consultable à tout moment. Ces dernières années, la formation des experts de la police scientifique a évolué. Les techniques d'expertise sont de plus en plus pointues. Il y a plein de poussière, mais on voit quand même des traces. Oui. On peut en voir une, là. C'est quoi? Une trace digitale, là. Je pense qu'il y a moyen d'avoir quelque chose après en détection optique, à la lumière. Pour Fabrice et Angélique, l'enjeu est de détecter des empreintes sur ces plaques appartenant à des véhicules volés. On place les pièces à conviction dans une cuve de colle. La colle va se diffuser dans toute la cuve et va révéler les empreintes qui sont invisibles ou très peu vues à l'œil nu. Une fine pellicule de colle a enrobé les plaques. Le révélateur ajoute du contraste. Passage aux ultraviolets.
première vision. Je fais un premier visionnage. Là, j'en ai une au milieu, là, pour essayer de la prendre en photo. Vas-y. Donc là, on est pas mal, là. On pourra l'envoyer au FAN. Ouais. Ça va le faire. Ouais, elle est exploitable. Des empreintes sont relevées. Reste à déterminer l'identité des présumés coupables. À Paris, Côme aussi semble avoir eu du flair. C'est bien Lise qui a obtenu les 30 000 € de dotation pour son futur restaurant en plein travaux. Bonjour. Lise. Bon, mais écoute, ça y est. Ça y est, c'est le début des travaux du moins. On a tout cassé, on a fait tout le curage, on a enlevé toutes les cloisons. Et là, on va refaire tout un pan de salle, donc on va rajouter 3 tables, donc 6 places, petite banquette. Ça va être un peu la salle VIP parce que là, on va ouvrir la cuisine en fait. Il y a aussi l'électricité et le gaz à changer. Et tu vas être prête pour le mois de septembre? Moi, j'ai pour objectif d'ouvrir, je vais toucher du bois, le 20 septembre. D'accord. Voilà. Donc c'est un gros enjeu pour le chef et c'est un énorme enjeu pour moi. Moi, en tant qu'expert, je sais que c'est bon. Maintenant, on aura la sanction du public après l'ouverture. Ça vient très vite. Généralement, en moins de 2 semaines, on est fixé. Le public vient goûter, ils aiment, ils reviennent, ils en parlent. Le public n'aime pas, le restaurant est vide au bout d'un mois. Il ne reste que 20 jours à Lise pour rendre ce lieu digne d'un restaurant recommandé par les meilleurs guides. Lorsqu'on a un nom, une renommée d'expert, pas question de faillir. Geneviève est toujours à la poursuite de la vérité concernant son diamant. Salut. Ça va? Et toi? Bien? Très bien, très bien. Parfait. Bah, écoute, on va y aller. Allons-y. Au laboratoire du CNRS de Nantes, elle est accueillie par Emmanuel Frisch, l'un des plus grands experts de diamants au monde. Avec elle, les 2 bagues précieuses, dont le fameux diamant de sa cliente. Alors voilà, c'est une cliente qui m'a apporté ces bijoux pour expertise. D'une part un diamant. Okay, on va regarder ça. Voyons, il est sale, hein. Il va falloir le nettoyer. Oui. Geneviève va très vite savoir si son expertise était la bonne. Lorsque nous voulons avoir une certitude sur une pierre, voilà, sur une belle pierre, sur un diamant, nous avons l'habitude de demander au laboratoire qui nous a formés, parce que je suis issue de cette formation, de confirmer ce que l'on pense ou d'infirmer, parce qu'on peut se tromper. Voilà. On peut toujours se tromper. Une pierre, ça peut être tout à fait un piège. Alors. Donc on va l'installer sur son petit support, là. Donc on va la mettre dans le spectro et on va lancer le spectre. Voilà. On a différents degrés de faux, hein. On a le faux au sens propre pour nous, c'est quelque chose qui ressemble à un diamant, mais qui n'est pas un diamant. Après, on va avoir le diamant traité pour améliorer son apparence. Donc c'est moins faux, puisqu'à la base, c'est quand même un diamant naturel. Hein. Diamant naturel amélioré, si on veut. Et puis, vous avez le diamant naturel non amélioré, non traité, ce qui est évidemment le Graal que tout le monde recherche. Et c'est le spectrogramme qui va parler. Oula, magnifique. On est content, il n'y a rien d'autre à faire. Parfait. C'est un diamant naturel, non traité, parce que les traitements qu'il pourrait avoir, bon, vu ce qu'on a vu à la binoculaire, il n'y a rien dedans, donc c'est bon. Donc c'est bon. Ça, tu peux être assuré, il n'y a plus qu'à faire la gradation habituelle. Gradation, oui, Et là, il va falloir expliquer qu'il faut évidemment démonter la pierre. Hein. Voilà. Ça c'est toujours le passage délicat. Difficile. Les gens ont toujours peur qu'on substitue la pierre. Bon, voilà. Je ne sais pas si ma cliente va être d'accord pour démonter la pierre. Je vais fortement lui conseiller, évidemment, parce qu'avec ce certificat en main, déjà au niveau des assurances, parce que ce sont des bijoux qu'il faut assurer, c'est important, mais aussi peut-être pour la suite, parce qu'elle transmettra cette bague et au moins elle saura ce qu'elle aura.
Elle saura ce qu'elle aura entre les mains. Voilà. Et ça, c'est notre travail à nous, nous experts, qui passons par un laboratoire pour certifier notre sentiment, notre impression. De retour à Paris, Geneviève va pouvoir annoncer à sa cliente le résultat de son expertise. Bonjour madame. Voilà. Eh bien, j'ai le plaisir de vous dire que c'est un vrai et qu'il est vraiment très bon. C'est une très très belle qualité. Déjà, c'est une belle surprise. c'est une très belle surprise parce que vous savez, au prime abord, quand on regarde ce genre de pierre, on peut se dire qu'elle est tellement belle qu'elle pourrait être fausse. Il faudrait démonter la pierre, la passer dans un laboratoire qui va vous donner la qualité de ce diamant, c'est-à-dire le poids, la couleur, la pureté et la taille. Ce sont des certificats complets. Mais j'ai pas vraiment envie qu'on y touche parce que ça risque de modifier le bijou, mais aussi j'ai peur qu'on me change la pierre. Je dis franchement les choses, hein. C'est quelque chose dont j'ai entendu parler et puis qui me gêne en arrière-plan, quoi. Je me donne le temps de la réflexion et vraiment, si j'ai besoin, je reviendrai vers vous pour la faire éventuellement démonter et analyser dans un autre laboratoire. Mais pour l'instant, si vous voulez bien, on reste comme ça. C'est vous qui décidez et je respecte votre décision, il n'y a aucun souci. En bonne experte, Geneviève aurait souhaité aller au bout de ses recherches pour connaître la valeur exacte de ce bijou. Mais le client est roi. Au château d'Artigny, près de Tours, Stéphane Pinta, lui, va enfin connaître la valeur de l'incroyable tableau des frères Le Nain, trouvé chez une vieille dame. Et la lumière est magique, magique, magique. Lumière naturelle seulement. Formidable. La cliente va assister aux enchères, mais veut rester anonyme. Elle était millionnaire sans le savoir. Et on n'annonce pas ça comme ça de but en blanc aux gens. Il y a des gens qui peuvent faire des attaques cardiaques. Et donc on lui a expliqué que ce tableau, effectivement, pouvait faire un prix très important. Il en a parlé d'1 million d'euros. Et là, je l'ai vu accuser le coup. Je ne savais pas trop, donc Dans cette salle, des collectionneurs français, allemands, anglais, chinois, une vente internationale. Bienvenue pour cette 30e vente Garden Party. Il n'y a que 80 numéros, mais vous êtes très nombreux dans cette salle. 70 personnes sont connectées également. Parmi les pièces phares de cette vente, une gourde ayant appartenu à un empereur chinois. Et dès le début, le ton est donné. 500 000 euros de mise à prix, c'est le prix de départ pour cette gourde impériale Tianlong. Il y a un amateur, l'enchère est à 520 000, 550 000, 550 000. 600 000 euros, l'enchère est ici. 650 000, pardonnez-moi. Monsieur veut mettre tout le monde d'accord et propose la somme d'1 800 000 euros. 1 900 000. Shall we bid for 2 millions? 3 millions. 3 millions d'euros pour cette gourde impériale chinoise. 3 millions and 300 dollars. 600 000. Oui. 600 000. 3 millions 600 000. 3 millions 700 000. Les prix se sont envolés pour cette gourde impériale. En sera-t-il autant pour le tableau des frères Le Nain? Adjugé. C'est toujours un petit peu les moments un peu fébriles comme ça, c'est la conclusion en fait de toute cette belle histoire. Et il y a toujours cette part d'incertitude, donc voilà, on est un petit peu dans l'expectative. Ouais. C'est un gros enjeu parce qu'on aime ce tableau, on le porte depuis le début et qu'on a vraiment envie que ce tableau aille dans la cour des grands. Voilà le moment que vous attendez tous. Il s'agit du tableau. Vous avez été nombreux ici à nous dire combien ce tableau vous avez frappé, vous avez marqué. C'est une redécouverte très importante pour la peinture française du XVIIe siècle et un événement majeur pour la connaissance des frères Le Nain, puisqu'on ne connaissait pas d'équivalent. Stéphane a aujourd'hui une double casquette. Il est là comme expert,
Mais il représente également un acheteur potentiel qui veut rester anonyme. Il va donc enchérir pour son client. 1 million d'euros, 1 200 000, 1 300 000, 1 500 000, 1 600 000, 1 700 000, 1 900 000, 2 200 000, 2 400 000. 2 600 000 par mois. 2 600 000, un troisième enchérisseur par vous, Stéphane. 2 700 000. L'enchère est à 2 700 000 par nous, ce n'est plus vous. 2 Stéphane. 900 000 par mois. 2 900 000 euros, l'enchère pour ce chef-d'œuvre des frères Le Nain. 2 900 000 une fois, 2 900 000 deux fois, à juger 2 900 000. Je suis ravi parce que le tableau est acheté par un collectionneur qui achète ce tableau parce qu'il aime ce tableau. Ce n'est pas un spéculateur. C'est quelqu'un qui a compris ce tableau, qui a été touché par cette image et qui adore cet artiste. Donc on ne pouvait pas attendre mieux. L'acheteur est français. Le tableau des frères Le Nain restera sur le territoire national. Au groupement des gendarmes du Val d'Oise, Fabrice et Angélique viennent livrer les résultats des empreintes qu'ils ont recueillies sur les plaques d'immatriculation de véhicules volés, un fléau qui explose en France. Les empreintes des délinquants sont centralisées dans un fichier national. Bonjour. Ça va bien? Oui. Bonjour. C'est moi que tu as eu au téléphone. Ouais, c'est bon. C'est pour une enquête pour vol aggravé. J'ai fait des empreintes sur des plaques d'immatriculation. Voilà, on la voit là. Hein. Je trouve qu'elle est pas mal. Elle est pas mal, oui. On révèle les empreintes, mais eux permettent de travailler les empreintes et de faire tourner ça dans la base pour essayer d'identifier quelqu'un. Vous avez partout des crêtes. Et dans ce tracé de crête, vous avez des spécificités. Ici, par exemple, là, vous avez un départ de ligne de crête, là. Ici, vous avez, hop, ça s'arrête là. Une bifurcation qui revient comme ça. Voilà, ici, vous avez une qui part par là. Voilà. Vous voyez? Alors, on va dans le système, et le système, lui, nous remonte toutes les empreintes qui sont dans la base et qui, pour lui, sont concordantes. L'algorithme va aller chercher dans la base de données les empreintes qui possèdent les mêmes spécificités. En quelques minutes, plusieurs fichiers apparaissent. Le système, lui, ne voit pas d'image. Il a une grille avec des points concordants. Mais ensuite, c'est à nous de vérifier s'il s'agit de la même empreinte ou pas. On va foncer un petit peu de façon à mieux voir. Et ensuite, il faut regarder. Il faut partir d'un point et il faut compter. On descend et on trouve à nouveau quelque chose. Voilà. On remonte. 1, 2, 3, 4. Vous voyez? On le retrouve des deux côtés. Voilà. Il faut que tous les points soient liés entre eux. Le résultat est positif. André, tu peux venir me dire ce que tu penses de ma trace? Je te laisse regarder. Une double expertise est obligatoire. J'ai bien 14 points de part et d'autre, concordants, sans aucun point discordant. J'ai bien une notification formelle. Donc maintenant, je peux valider. L'empreinte, comme on dit dans le jargon, elle a matché, ou il y a eu un hit, donc on a une identification. En fait, on est juste un maillon qui permet à toute une chaîne en fait, de permettre de trouver les auteurs et de pouvoir les arrêter. Donc ça, on est content. Chaque année, 35% des affaires sont résolues grâce aux empreintes digitales relevées par la police scientifique. C'est le grand jour pour Lise. Elle ouvre son restaurant dans le 20e arrondissement. J'ai envie de laisser les chaises dehors, comme ça on peut passer un dernier coup là. J'avais déjà sorti ça. Ah, tu les as mis devant chez le mec? Ouais, mais je vais laisser ça. Lise et sa petite équipe attendent une vingtaine de personnes ce soir pour dîner, dont Côme, l'expert gastronomique. Ils n'auront pas droit à l'erreur.
Bah, c'est forcément une pression. Et puis surtout, c'est pas n'importe qui parie sur vous, quoi. Moi, décevoir Côme, ça m'embêterait un peu, quoi. C'est quelqu'un que j'estime, donc forcément, son avis compte. 17 tables pour 34 places assises, ainsi que 2 banquettes, ont été fabriquées sur mesure. Non, mais elles sont très belles, mais elles sont trop grandes. Bah oui, il y en a trop, là. Clairement, ça fait la surface du restaurant. Le restaurant ne fait que 50 mètres carrés. Ah ouais, c'est chaud. Hein. Elles sont trop grandes. À 1 heure de l'ouverture, les tables sont enfin dressées. Nathalie met la touche finale à la décoration à la minute où l'expert Côme de Chérizet arrive. Bonjour Lise. Ça va? Ça va, ça va, ça va. Bon, c'est magnifique. Hein. Il y a une ambiance qui est géniale. Hein. T'aimes bien? C'est très doux. Ouais. Et c'est rassurant, tu vois. On a envie de, c'est cosy, on a envie de rentrer, on a envie de s'asseoir. C'était l'idée, ouais, c'était qu'on soit bien. C'est bien vu. Hein. L'éclairage est très bien aussi dosé. Et quand tu as un éclairage qui est doux, les gens parlent moins fort. Et donc, du coup, ça fait une ambiance qui est douce aussi. Avec les bras croisés, vas-y. Avant qu'elle ait démarré, je dis, cette jeune chef a du talent et ça va être bon. Donc, a priori, venez chez elle. Donc ensuite, on va le revérifier. On fera des enquêtes anonymes. Mais déjà, moi, j'ai engagé notre image, l'image du guide Goemio, en disant, on la soutient. Donc on a pris un risque, c'est un pari comme pour elle. Ouvrir un restaurant gastronomique est d'autant plus un pari qu'on est loin des quartiers huppés de la capitale. Cependant, le prix du menu reste raisonnable. Donc le menu à 35 €, à 57 €, très accessible. Elle a compris le quartier où elle était et elle sait qu'elle va pouvoir régaler ses clients pour un prix raisonnable. Donc moi je trouve que c'est vraiment un point important pour le démarrage. Ah, c'est délicieux, c'est vraiment très bon. Là c'était des tomates avec une crème... Une crème de prune. C'est très très bon. Je prends des photos parce que c'est mon carnet de croquis. Ça me permet de me souvenir des plats. Je pense vraiment avoir gagné mon pari. Donc je suis très content pour Lise. Je me dis, voilà, c'était la bonne chef à accompagner. Le fait que ce soit une femme, pour moi, c'est important aussi, parce qu'il y a peu de chefs femmes. Maintenant, il faut qu'elle fasse ses preuves dans la durée. Elle a des petits réglages à effectuer, comme tout restaurant qui démarre. Mais je suis très confiant. Grâce à son flair d'expert, Côme a peut-être trouvé une nouvelle pépite qui fera perdurer la réputation de la gastronomie française.